J'ai organisé mon mariage en secret, sans inviter mes parents. Ma mère l'a découvert 3 heures avant via Instagram et a foncé sur le lieu. Alors que mon grand-père m'accompagnait à l'hôtel, elle a frappé violemment à la porte. Ces mots cinglants ont laissé ma mère totalement sans voix. Je m'appelle Serena Dubois et j'ai 29 ans. 3 heures avant mon mariage, ma mère frappait à la porte verrouillée du domaine, criant que j'avais trahi ma famille. J'avais tout organisé en secret. 7 mois d'appels téléphoniques, de rencontres avec les prestataires, d'invitations manuscrites, 47 invités, un jardin privé, mon grand-père qui m'accompagnait jusqu'à l'hôtel. Mes parents n'étaient pas sur la liste. Ma sœur non plus. Et pendant 7 mois, chaque personne en qui j'avais confiance a gardé le silence. Puis ma cousine Léa a publié une story Instagram. 2 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. Ma mère l'a vu, est montée dans sa voiture et a conduit 45 minutes, folle de rage. Elle est arrivée au portail, les poings frappant le fer, exigeant d'être admise. Et ce que mon grand-père, le propre père de ma mère, lui a dit en face à ce portail, c'est la raison pour laquelle elle est partie en silence. Et c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Ma sœur Manon avait 16 ans. Ma mère Diane nous a élevés seuls après cela. Et elle ne laissait jamais personne l'oublier. À chaque repas de famille, chaque repas paroissial, chaque réunion parents-professeurs, je l'ai fait seule. Sans aide, sans filet de sécurité. Et c'est vrai. Je lui accorde cela. Elle a gardé la maison. Elle nous a nourris. Elle nous a gardés en vêtements propres et dans des programmes parascolaires. Mais en chemin, le sacrifice est devenu une monnaie, et elle l'a dépensé de manière inégale. Manon était le retour sur investissement. D'excellentes notes, membre d'une association étudiante prestigieuse. Mariée à Thomas Leroy, un avocat d'affaires. À 26 ans, lors d'une cérémonie que ma mère avait planifiée jusque dans les moindres détails des ronds de serviettes. Manon a tout fait correctement, ce qui signifiait en réalité que Manon avait tout fait à la manière de Diane. J'étais celle qui ne le faisait pas. J'ai choisi la comptabilité au lieu du droit. J'ai emménagé dans mon propre appartement à 22 ans avec l'argent que j'avais économisé en travaillant comme serveuse. J'ai coupé mes cheveux courts un été et ma mère m'a regardé de l'autre côté de la table de cuisine comme si j'avais mis le feu à la maison. Chaque décision que je prenais était corrigée. La voiture que j'avais achetée, trop vieille. L'appartement que je louais, mauvais quartier. La façon dont je m'habillais pour l'église. Trop décontractée. Et chaque correction était enveloppée dans la même phrase, je ne dis ça que parce que je t'aime. Aime. Manon entendait d'autres mots. Je suis si fière de toi, Manon. Ma mère le disait à chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner du dimanche, toujours devant moi, toujours assez fort pour que toute la table l'entende. Elle ne me l'a jamais dit. Pas une seule fois. Je pensais que je ne l'avais simplement pas encore mérité, que si j'essayais plus fort, choisissais mieux, souriais plus largement, j'entendrais ces mots aussi. J'avais 25 ans avant d'arrêter d'attendre. J'ai rencontré Joël Mercier au marché des producteurs du samedi il y a 4 ans. Il avait un stand vers l'arrière. Étagère faite main, planche à découper, petite table. Ses mains étaient rudes et calleuses, son sourire facile, ses prix justes. J'ai demandé une étagère pour mon appartement. Il m'a demandé quel livre je lisais. Nous avons parlé pendant 40 minutes. J'ai oublié d'acheter des légumes. Joël possède un petit atelier de menuiserie en bordure de ville. Principalement des meubles sur mesure, des tables à manger, des cadres de lit, des armoires. Il a appris le métier par lui-même grâce à un programme de formation professionnelle. Il a bâti sa clientèle par le bouche à oreille et a remboursé sa maison avant ses 30 ans. Il n'est pas tape à accent grave-l'œil. Il conduit un vieux camion de 10 ans et porte les 3 mêmes chemises à carreaux en rotation. Mais il est stable. Il est présent. Il écoute. La première fois que je l'ai amené rencontrer ma mère, elle a ouvert la porte, a souri et a dit « Tellement ravie de vous rencontrer enfin ». Puis elle s'est assise en face de lui au dîner et a demandé « Où avez-vous étudié, Joël ?»
Il a dit qu'il avait suivi un programme de 2 ans au collège communautaire. Elle ne lui a plus dit un mot de tout le repas. Cette nuit-là, elle m'a appelé. 22h15. Serena, tu peux faire mieux que ça. Je lui ai dit que Joël était gentil et travailleur et que je l'aimais. Elle a dit, l'amour ne paie pas le prêt immobilier, ma chérie. Joël était déjà propriétaire de sa maison sans dette. Je n'ai pas pris la peine de lui dire. Pendant 3 ans, j'ai cru qu'elle finirait par accepter. J'ai emmené Joël aux fêtes, au dîner du dimanche, aux anniversaires des enfants de Manon. Ma mère a souri à travers tout cela. Elle le tolérait comme on tolère une tache sur le canapé qu'on est trop poli pour mentionner. Mais elle n'a jamais été chaleureuse. Elle ne lui a jamais posé de questions sur son travail, sa famille, sa vie. Je me suis trompée sur son changement. Il m'a fallu 3 ans pour comprendre que le problème de ma mère avec Joël n'avait rien à voir avec Joël. Joël m'a demandé en mariage dans son atelier un mardi soir. J'étais passée après le travail pour lui apporter le dîner, et quand je suis entrée, il y avait encore de la sueur flottant dans l'air, le tour à bois encore chaud, et une bague sur un petit support en bois qu'il avait tourné en noyer. L'anneau était en noyer et en argent. Il l'avait fabriqué lui-même. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse de demander. J'ai appelé ma mère depuis le camion, encore tremblante. 8 secondes de silence. Puis, j'espère que tu sais ce que tu fais. Pas de félicitations. Pas de « laisse-moi voir la bague ». Aucune joie. Manon a envoyé un texto 1 heure plus tard. Félicitations, je suppose. As-tu pensé à un contrat de mariage, juste au cas où? Je n'ai pas répondu. En 1 semaine, la campagne a commencé. Ma mère a appelé ma tante Ruth, a appelé mon oncle David, a appelé des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le message était toujours une version de la même chose, Serena est fiancée à un menuisier. Priez pour elle. Je le sais parce que ma tante Ruth m'a appelé le dimanche suivant. Chérie, ta mère m'a parlé des fiançailles. Elle avait l'air inquiète. Tu vas bien? J'allais bien. Joël allait bien. La seule chose qui n'allait pas était la femme qui passait des appels. Puis Diane a fait quelque chose que je n'avais pas vu venir. Elle a appelé mon père, Marc Dubois, l'homme à qui elle n'avait pas parlé depuis 8 ans, l'homme qu'elle avait passé toute mon adolescence à blâmer pour tout. Elle a décroché le téléphone et lui a dit, « Ta fille est sur le point de faire la même erreur que moi. » Mon père m'a parlé de l'appel 2 jours plus tard, sa voix prudente et fine. « Ta mère pense que Joël est un problème, ma puce. Maman pense que tout le monde est un problème, papa. » Il n'a pas argumenté. Il ne m'a pas défendu non plus. C'était le schéma. C'était toujours le schéma. Dîner de Noël, chez ma mère, 15 personnes autour d'une table trop petite pour 15. Joël et moi sommes arrivés ensemble. Il portait un casier à vin qu'il avait construit en chêne recyclé, finition à la main, joint en queue d'aronde, et 3 semaines de travail le soir. Ma mère l'a déballé, l'a tourné dans ses mains et a dit « Oh, fais main. Comme c'est ingénieux. » Manon a couvert sa bouche, mais un rire a filtré. Joël l'a posé sur le comptoir sans un mot. J'ai senti sa main serrer la mienne sous la table. Le dîner s'est déroulé comme toujours. Les enfants de Manon, les affaires de Thomas, les événements paroissiaux de Diane. Puis la conversation s'est tournée vers notre avenir. Ma tante a demandé quand nous commencerions à penser à fonder une famille. Ma mère ne m'a pas laissé répondre. Elle s'est tournée vers Joël, la fourchette toujours à la main, et a dit, « Alors Joël, quand Serena aura des enfants, tu construiras aussi le berceau toi-même, ou pourras-tu vraiment t'en offrir un ?» La table est devenue silencieuse. 15 personnes et pas une seule n'a respiré. Joël a posé sa serviette à côté de son assiette. Il a regardé ma mère. Il n'a pas dit un mot. Sa mâchoire s'est contractée une fois, c'est tout. Au bout de la table, mon grand-père Charles a fixé Diane longuement. Puis il a secoué la tête, lentement, délibérément, a repoussé sa chaise et a quitté la pièce. Personne ne l'a suivi. Personne n'a dit un mot. J'ai tenu la main de Joël sous la table si fort que mes jointures me faisaient mal. Nous sommes partis 20 minutes plus tard.
Je n'ai pas pleuré avant d'être dans le camion. Joël conduisait. Il ne m'a pas demandé d'expliquer. Ne m'a pas dit que ça allait. Il a juste conduit. Cette nuit-là, à 23h, mon téléphone a sonné. Grand-père Charles, 7 mots. J'ai vu. Je suis désolée. Plus jamais. Je me suis assise au bord de mon lit, le téléphone pressé contre mon oreille, et j'ai pleuré. Pas le genre de pleurs silencieux. Le genre qui vient après des années à tout retenir pendant que quelqu'un vous sape, commentaire après commentaire. Grand-père, ça va. Non. Ce n'est pas bon. Sa voix était basse, calme, la même voix qu'il utilisait pour apaiser une classe de 30 adolescents. Je suis restée là ce soir et j'ai regardé ma fille humilier un homme bon à ma table. J'aurais dû ouvrir la bouche. Je ne l'ai pas fait. Cela n'arrivera plus. Je ne pouvais pas parler un instant parce que c'était nouveau. En 29 ans, personne dans ma famille ne m'avait jamais dit ces mots. Que ce qui s'était passé était réel. Que ce n'était pas dans ma tête. Que je n'étais pas trop sensible. Ta grand-mère, a-t-il dit et a fait une pause. Que Dieu la repose. Elle aurait remis Diane à sa place il y a des années. Marguerite ne tolérait pas la cruauté déguisée en préoccupation. J'aurais dû faire de même. J'ai attendu trop longtemps. Ma grand-mère Marguerite est décédée il y a 6 ans. C'était le genre de femme qui ne disait qu'une seule phrase quand elle était en colère, et cette phrase tombait comme un verdict. Je me suis toujours demandé ce qu'elle penserait de tout cela. Maintenant, je le savais. Grand-père, je ne veux pas te mettre au milieu. Tu ne me mets nulle part. Je choisis ma position. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il n'a pas offert de conseils sur le mariage ou sur Diane. Il a juste dit une dernière chose avant de raccrocher, quoi que tu décides pour ton mariage, je serai là, au premier rang. J'ai posé le téléphone sur ma table de chevet. Joël dormait déjà à côté de moi. J'ai fixé le plafond et j'ai senti quelque chose bouger. Pas encore une décision, mais le terrain sous une décision. Le premier terrain solide que j'avais ressenti depuis des années. Janvier. J'ai décidé d'essayer une dernière fois. J'ai appelé ma mère et l'ai invitée à venir faire des essayages de robes avec moi. Juste nous deux, maman. Sans pression. J'ai trouvé une petite boutique de mariée à Sainte-Cécile. Elle a accepté. Et je me suis autorisée à espérer pendant exactement 48 heures. Nous nous sommes rencontrés un samedi matin. J'avais déjà choisi 3 robes à essayer. Simple, élégante, mi-longue, le genre de robe que j'avais toujours voulu. Je suis sortie de la cabine d'essayage avec ma préférée, une robe en crêpe avec un ourlet en dentelle qui arrivait juste en dessous du genou. Ma mère m'a regardée pendant 5 secondes. Ça ressemble à une robe d'été, Serena, pas à une robe de mariée. Je n'ai pas répondu. Elle a vérifié son téléphone, a pris son sac et est partie 20 minutes après son arrivée. Elle n'a pas dit au revoir à la conseillère. Elle ne m'a pas dit au revoir. Une semaine plus tard, l'appel téléphonique. Si tu épouses Joël, je me lèverai pendant la cérémonie et je m'y opposerai. Je ne resterai pas assise à faire semblant que ça va. Maman, les objections ne sont pas légales. Je me fiche du légal. Je me soucie que tout le monde voit qu'au moins une personne dans cette famille a le courage de dire la vérité. Le courage. Elle a vraiment utilisé ce mot. J'ai appelé Manon, espérant quelque chose. N'importe quoi. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Maman est sérieuse, Serena. Elle a déjà appelé le bureau de l'église. Peut-être juste reporter jusqu'à ce que les choses se calment. Les choses n'allaient pas se calmer. J'avais passé 29 ans à attendre qu'elle se calme. Cet appel téléphonique a eu lieu le 14 janvier. Le lendemain matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, j'ai ouvert un nouveau dossier et j'ai tapé 2 mots, plan B. Ce dossier est resté ouvert pendant 7 mois. J'ai passé une semaine à fixer ce dossier avant d'y taper quoi que ce soit, car je devais être honnête avec moi-même sur ce qui était en jeu. Pas seulement le mariage, mais tout ce qui suivait. Si je cédais,
si ma mère s'appropriait chaque étape importante à partir de la baby shower, la couleur de la chambre d'enfant, le nom de mon premier enfant, si elle pouvait opposer son veto à mon mari, elle pourrait opposer son veto à tout. Si je la combattais publiquement, je serais la méchante, la fille ingrate, celle qui a déchiré la famille. C'étaient déjà les mots de Manon dans un groupe de discussion auquel je n'avais pas demandé à être ajoutée. Et si je ne faisais rien, si je planifiais simplement un mariage normal en espérant le meilleur, ma mère ferait exactement ce qu'elle avait promis. Elle se lèverait devant tout ce que j'aime et appellerait mon mariage une erreur. Elle l'avait déjà fait. Lors de notre fête de fiançailles le printemps précédent, elle avait renversé un verre de vin à la table des desserts et s'était mise à pleurer devant 30 invités, disant qu'elle perdait sa fille. Les parents de Joël étaient partis tôt. Ma tante avait ramené Diane à la maison. Ce n'était pas une performance unique. C'était une répétition générale. Joël n'a jamais dit « Choisis-moi ou ta famille ». Mais je pouvais le voir dans les rides autour de ses yeux. La façon dont il dormait plus légèrement maintenant. La façon dont il restait silencieux pendant de longues périodes dans l'atelier. Il était fatigué. Pas de moi, mais du siège. Une nuit, il a posé son ciseau et m'a regardé par-dessus l'établi. Je ne vais nulle part, mais j'ai besoin que tu décides quel genre de vie tu veux. Une où ta mère a un droit de veto ou une où elle ne l'a pas. Je ne lui ai pas répondu cette nuit-là, mais j'ai ouvert le dossier le lendemain matin et j'ai commencé à taper. Le plan a pris forme par morceaux. D'abord, un lieu, un domaine privé avec jardin appelé le domaine des Mimosas, à 45 minutes à l'est, avec un portail en fer, des murs en pierre, des haies assez épaisses pour étouffer le son. Je l'ai réservé pour le 11 octobre sous mon nom et celui de Joël, et l'acompte provenait de nos économies, chaque euro. Ensuite, la pasteure Hélène Lefebvre, elle me connaissait depuis que j'avais rejoint la congrégation à 23 ans. Elle connaissait Diane. Quand j'ai appelé et expliqué, il y a eu une longue pause. Serena, êtes-vous sûre de cela? Pasteur Hélène, ma mère a promis de s'opposer à l'autel. Elle a déjà répété cela. Une autre pause. À quelle heure avez-vous besoin de moi? 47 invités. J'ai dressé la liste à la table de la cuisine avec Joël. Nom par nom, confiance par confiance. Des amis du travail, ma colocataire d'université, la famille de Joël, ses parents, son frère, 2 tantes, une poignée de cousins de mon côté, mais seulement ceux qui ne rapporteraient jamais à Diane. Tante Ruth était sur la liste. Oncle David non. Ma cousine Léa l'était parce qu'elle avait 26 ans, était loyale et plus proche de moi que de ma mère. Chaque invitation a été envoyée à la main. Pas de mail, pas de site web de liste de mariage, aucune trace numérique. À l'intérieur de chaque enveloppe, une ligne à l'encre rouge, ceci est une célébration privée. Veuillez ne pas partager sur les réseaux sociaux avant la cérémonie. 47 personnes. Chacune d'elles a accepté. Le dernier appel que j'ai passé fut à mon grand-père. Grand-père, voudrais-tu m'accompagner jusqu'à l'hôtel? 3 secondes de silence. Je l'ai entendu expirer. J'attendais que tu me le demandes. Joël et moi avons tout couvert nous-mêmes. 8 000 €. Domaine avec jardin, traiteur, photographe, fleurs. Joël a construit l'arche avec du bois recyclé de son atelier. J'ai acheté ma robe seule, la mi-longue, la robe d'été. Pendant 7 mois, 47 personnes ont gardé un secret. Et puis ma cousine Léa a publié une story Instagram. Février. Je suis retournée à cette boutique de mariée à Sainte-Cécile, seule cette fois. J'ai essayé à nouveau la robe en crêpe mi-longue. Je me suis regardée dans le miroir triple et n'ai pas entendu la voix de ma mère. Je l'ai achetée sur le champ. La conseillère m'a serré dans ses bras à la caisse. Avril. Joël a commencé l'arche. Je suis allée à son atelier après le travail et je l'ai trouvé en train de poncer une traverse à la main, de la sueur dans les cheveux, un crayon derrière l'oreille. La structure mesurait 2,4 mètres de haut, construite avec du bois de grange qu'il avait récupéré sur un chantier de démolition. Cette nuit-là, je l'ai regardé graver la date de notre mariage dans la base. De petites lettres nichées dans le grain où on ne les verrait que si l'on savait où chercher.
Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte de l'atelier et j'ai pleuré. Il n'a pas demandé pourquoi. Il savait déjà. Mais les invitations sont parties. Enveloppe adressée à la main, chacune scellée d'une empreinte de cire. À l'intérieur, la date, l'heure, l'adresse, le code vestimentaire et la ligne à l'encre rouge. Pas de carton de RSVP. J'ai appelé chaque personne individuellement. Êtes-vous partant? Pouvez-vous garder le silence? 47 oui. Juin. Ma mère a appelé. As-tu retrouvé la raison à propos de Joël? J'ai gardé ma voix égale. On prend notre temps, maman. Bien. C'est la chose la plus intelligente que tu aies dite depuis des années. J'ai raccroché et j'ai regardé le plan de table étalé sur ma table de cuisine. 47 noms en colonne nette. Attribution de table. Note diététique. Un carré surligné pour grand-père Charles. Siège côté allé au premier rang. Ma mère pensait que j'avais cédé. Elle pensait que le silence signifiait qu'elle avait gagné. Je l'ai laissé penser cela. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit à ma mère exactement ce qu'elle voulait entendre. Et je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni honte, juste le doux et tranquille murmure d'une décision déjà prise. Juillet. Manon s'est présentée à mon appartement sans prévenir, la première fois qu'elle me rendait visite depuis plus de 2 ans. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte avec une bouteille de vin et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je me suis dit que je passerais. On ne se voit jamais. Je l'ai laissée entrer, j'ai fait la conversation, j'ai versé le vin. Elle a circulé dans mon appartement comme un détective, a jeté un coup d'œil au comptoir, à la bibliothèque, au réfrigérateur, s'est arrêtée près de la salle de bain et a incliné la tête. Tu fais un régime? Tu as l'air plus mince. Je mange juste plus sainement. Elle a siroté son vin. Tu as l'air différente. Plus légère. Plus légère, comment? Je ne sais pas. Comme si quelque chose avait changé. Mon carnet de planification était posé sur la table basse. Couverture blanche unie, sans étiquette. J'ai pris un magazine et l'ai posé dessus. Décontracté, naturel. Manon m'a regardé faire. Elle s'est installée sur le canapé et a croisé les jambes. Oui, tu sais que maman dit à tout le monde que tu as rompu tes fiançailles, n'est-ce pas? Elle l'a dit à tout le groupe de femmes de l'église. Et versé plus de vin, j'ai pris mon temps. C'est l'histoire de maman à raconter, pas la mienne. Alors, tu n'as pas rompu? Je n'ai pas dit ça non plus. Elle a plissé les yeux. Je pouvais le voir. Les rouages tournaient, la suspicion montait. Manon n'était pas stupide. Elle avait passé 33 ans à lire les visages des gens pour Diane, à livrer des informations, à gagner sa place de préférée. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'en avait pas assez. Eh bien, a-t-elle dit en posant son verre. Je suis contente que tu ailles bien. Maman s'inquiète, tu sais. Je sais qu'elle s'inquiète. Manon est partie ce soir-là l'air confuse. Elle m'a serré dans ses bras à la porte, brièvement, sans enthousiasme, et est allée à sa voiture. J'ai regardé par la fenêtre jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent. Puis j'ai sorti le carnet de sous le magazine et je l'ai ouvert à la carte des sièges. Août. L'appel téléphonique est venu de ma tante Ruth un dimanche après-midi. Chérie, je dois te demander quelque chose. Ta mère s'est levée au brunch du groupe de femmes hier et a dit à tout le monde que tu avais retrouvé la raison. Elle a dit que tu avais rompu avec Joël et que tu étais, comment a-t-elle dit? En guérison et en train de retrouver ton chemin. J'ai fermé les yeux. Tante Ruth, je vais bien. Maman dit ce qu'elle a besoin de dire. Alors, ce n'est pas vrai? J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi. Elle a fait une pause. D'accord, chérie. Sache juste que je suis là. Je n'ai pas confirmé. Je n'ai pas nié. J'ai laissé la version de l'histoire de Diane flotter sans être contestée parce que chaque semaine où elle croyait avoir gagné était une autre semaine où elle ne cherchait pas ce que je faisais réellement.
Le tour de victoire est arrivé rapidement, ma mère ayant organisé un petit rassemblement. 6 femmes de l'église, un gâteau et un toast à Serena pour avoir fait le bon choix. Manon a posté une photo sur Facebook. Le groupe souriant autour de l'îlot de cuisine de Diane. Des flûtes de champagne levées. La légende disait, tellement fière de ma petite sœur pour avoir fait le bon choix. J'ai vu la photo à 21h47 alors que j'étais assise en tailleur sur le sol de ma chambre, surligneur à la main, encerclant la version finale de mon plan de table. 47 nom, numéro de table, préférence de repas, une note sur la restriction alimentaire de grand-père Charles, pas de fruits de mer, peu de sel. Ma mère organisait une fête pour célébrer ma capitulation. J'étais en train de coder les marque-places. La distance entre sa réalité et la mienne n'avait jamais été aussi grande. Et pour la première fois, cette distance ne me faisait pas mal. C'était juste comme la météo, comme la gravité. Comme le fait simple et mesurable que dans 53 jours, j'épouserai Joël Mercier dans un jardin dont elle ignorait l'existence. La dernière semaine fut la plus silencieuse de ma vie. Lundi, dernière visite au domaine des Mimosas. Le jardin était parfait. Des chaises blanches en 2 rangées de 12, un chemin de pierre au centre, l'emplacement de l'arche marquée de rubans adhésifs où Joël l'installerait le matin même. Des glycines grimpant le long du mur du fond. Sans guirlandes lumineuses attendant d'être accrochées. Mardi, Joël a terminé l'arche. Je suis allée à son atelier pour la voir. 2,40 m de haut, poncé lisse, le grain du bois récupéré captant la lumière comme de l'eau. Notre date gravée dans la base. Il avait ajouté une chose que je n'avais pas vue. Un petit cœur pas plus grand qu'une empreinte digitale, caché sous la traverse, juste pour nous. Il a dit, personne d'autre n'a besoin de le voir. Du mercredi au vendredi, j'ai appelé chaque invité. Pas de réseaux sociaux avant la cérémonie, s'il vous plaît. 47 confirmations. Samedi soir, la veille, Joël était allongé à côté de moi, déjà endormi, un bras sur ma taille. J'ai fixé le plafond et l'ai écouté respirer. Demain, j'épouserai cet homme, sans permission, sans excuse, sans que la main de ma mère ne s'en approche. Mon cœur battait fort, non par peur, mais par quelque chose que je n'avais pas encore de nom. Peut-être que la liberté sonne comme un battement de cœur quand on n'y est pas habitué. Dimanche matin, je me suis réveillée à 5h30, j'ai enfilé une veste et j'ai conduit seule jusqu'au domaine, j'ai vérifié les fleurs, redressé les chaises, me suis tenue sous l'arche dans la lumière du matin et j'ai fermé les yeux. Tout était prêt. À 10h47, mon téléphone a vibré. Léa, Serena, je suis tellement désolée. J'ai posté une story par accident. Les chaises, le jardin. C'était si beau. Je n'ai pas cru que je l'avais supprimé après 2 minutes. Mais ta mère, elle l'a déjà vu. 2 minutes, 7 mois, et ma mère avait déjà une capture d'écran. Je suis dans ce jardin, téléphone à la main, et mon estomac se tord. 2 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. Une story Instagram, 2 minutes, et 7 mois de planification qui ne tenaient qu'à un fil. Si vous avez déjà eu ce moment où tout ce que vous avez construit pourrait s'effondrer à cause d'une petite chose, vous savez exactement ce que je ressens en ce moment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Auriez-vous paniqué, changé les serrures? Et si cette histoire vous touche de près, abonnez-vous car ce qui suit est quelque chose que je n'arrive toujours pas à croire. J'ai appelé Joël en premier. Ma voix n'a pas tremblé car je n'avais pas le temps de trembler. Ma mère est au courant. Il était à l'atelier en train de charger l'arche dans son camion. Je l'ai entendu poser quelque chose. Combien de temps avons-nous? 45 minutes. Si elle part tout de suite. De quoi as-tu besoin? Appelle le gérant du domaine. Assure-toi que le portail d'entrée est verrouillé et dis à la pasteur Hélène que nous avançons la cérémonie de 30 minutes. Fais. Quoi d'autre? Viens ici. Il a raccroché. Pas de panique, pas de questions, juste de l'action. J'ai ensuite appelé la pasteur Hélène. Elle a répondu dès la première sonnerie. Elle s'attendait à mon appel, déjà au domaine dans ses robes. Serena, que se passe-t-il? Ma mère a découvert.
Elle est probablement déjà dans la voiture. Un bref silence. À quelle distance est-elle? 45 minutes. Alors nous avons 45 minutes. Je serai prête quand vous le serez. Le dernier appel fut à grand-père Charles et il a décroché immédiatement comme s'il tenait le téléphone. Grand-père, maman a découvert. Elle a vu une publication Instagram. Elle arrive. 2 secondes de silence. Je pouvais l'entendre respirer lentement, mesurer. Le même calme délibéré qu'il apportait à 34 ans d'enseignement à des adolescents qui ne voulaient pas rester immobiles. Je m'en occupe, Serena. Toi, habille-toi. Mets cette robe et va dans ce jardin. Je m'occuperai de ta mère. Je me suis tenue là dans la lumière du matin, entourée de chaises blanches et de guirlandes lumineuses et de 47 marques places que j'avais écrites à la main. Et je l'ai cru. Je l'ai cru comme on croit qu'un mur tiendra. Comme on croit que le sol sera là quand on posera le pied. D'accord, grand-père. D'accord, maintenant vas-y. J'ai raccroché, glissé le téléphone dans ma poche, et me suis dirigée vers la chambre des mariés. La chambre des mariés était un petit cottage à l'arrière du jardin. Sol en pierre, rideau blanc, un miroir pleine longueur appuyé contre le mur. Ma meilleure amie Claire était déjà là, en train de défroisser l'ourlet d'une robe dont elle ignorait l'existence jusqu'à 6 mois auparavant. « Comment ça va ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Ma mère est en route. Le steamer s'est arrêté. » Claire m'a regardé. « Tu veux avancer les choses ?» Déjà fait. 30 minutes plus tôt. Joël s'en occupe. Elle a hoché la tête une fois et m'a tendu la robe. Je l'ai enfilée. Tissu crêpe mi-long, l'ourlet en dentelle que ma mère avait appelé une robe d'été. Claire a fermé la fermeture éclair dans le dos et a lissé les épaules. Je me suis tournée vers le miroir. Je ressemblais à moi-même, pas à une version de moi approuvée par quelqu'un d'autre. Juste moi. Dans une robe que j'avais choisie, dans un lieu que j'avais réservé. Et un matin que j'avais planifié jusqu'au dernier arrangement floral. On a frappé à la porte. Grand-père Charles est entré. Costume gris, chemise blanche, un petit brin de lavande épinglé à sa boutonnière. Ses chaussures étaient cirées. Son dos était droit. Il avait l'air 10 ans plus jeune que ses 78 ans. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte et m'a regardé. Ses yeux sont devenus rouges sur les bords et sa mâchoire a travaillé une fois avant qu'il ne parle. Tu ressembles à ta grand-mère. J'ai traversé la pièce et j'ai pris sa main. Ses doigts étaient chauds, fins, fermes. Il a serré une fois. Elle aurait adoré ça, a-t-il dit doucement. Elle aurait adoré Joël. Je sais. Il a sorti un mouchoir plié de sa poche de poitrine, l'a pressé brièvement sur ses yeux, et l'a remis en place. Puis il m'a offert son bras. Prête? Par la fenêtre, je pouvais voir le jardin. 47 personnes sur leurs chaises. Joël debout sous l'arche qu'il avait construite. Les guirlandes lumineuses pas encore allumées, attendant le soir. Prête? J'ai découvert plus tard ce qui s'était passé dans la cuisine de ma mère ce matin-là. Diane était assise à l'îlot, café, téléphone, tranquillité dominicale. Elle parcourait Instagram comme elle le fait toujours, vérifiant méthodiquement chaque story de chaque membre de la famille, chaque connaissance de l'église, chaque ancien voisin. Le contrôle exige la surveillance, et ma mère ne ratait jamais une publication. La story de Léa est apparue à 10h44. 3 secondes de vidéo. Chaises blanches en rangées incurvées, un chemin de pierre, un jardin éclairé par le soleil matinal, une légende, si belle matinée. Léa l'a supprimée à 10h46, mais ma mère avait déjà pris une capture d'écran. Elle fait des captures d'écran de tout. Mes relevés téléphoniques montrent que Diane a appelé Manon à 10h49. Ta sœur se marie aujourd'hui, mais sans nous. Manon, d'après ce qu'on m'a dit, a répondu, c'est impossible. Elle a tout annulé. J'ai une capture d'écran. Domaine avec jardin, chaise blanche. Ça se passe. Maman, monte dans la voiture, Manon. Alors elles ont conduit ensemble. Diane au volant,
45 minutes sur l'autoroute, puis une route départementale, puis le chemin de gravier menant au domaine des Mimosas. Manon m'a dit plus tard, des semaines après, dans un texto qu'elle n'aurait probablement pas dû envoyer, que Diane avait grillé 3 feux rouges en chemin. Qu'elle avait serré le volant à 2 mains et n'avait pas dit un seul mot de tout le trajet. Que son visage avait une couleur que Manon n'avait jamais vue. À l'intérieur du jardin, aucun de nous ne savait encore rien de tout cela. Les chaises étaient pleines. Joël se tenait sous l'arche, les mains jointes, les yeux fixés sur la porte du cottage. Grand-père Charles avait mon bras et le quatuor à cordes, 4 amis de Joël de l'orchestre communautaire, a commencé à jouer. La pasteur Hélène s'est approchée du microphone et a dit, « Bien-aimés, nous sommes réunis ici aujourd'hui. » Ma mère était à 17 minutes. Les portes du jardin se sont ouvertes et grand-père Charles et moi sommes entrés sur le chemin de pierre. 47 visages se sont tournés vers nous. Certains souriaient. Certains pleuraient déjà. La mère de Joël avait la main sur la bouche. Mon amie Claire, debout à gauche en tant que mademoiselle d'honneur, s'essuyait les yeux avec le dos de son poignet. Charles marchait lentement, non pas à cause de son genou, même s'il lui faisait mal. Mais parce qu'il mesurait chaque pas. Son bras était lié au mien, son menton de niveau, son pas délibéré. Il avait passé une vie à entrer dans des salles de classe, à diriger des pièces sans élever la voix. Il apportait cette même gravité à un chemin de jardin bordé de fleurs sauvages. Joël se tenait sous l'arche. Son costume était bleu marine. Ses chaussures étaient empruntées. Ses yeux étaient humides avant que je n'arrive à lui. Charles a placé ma main dans celle de Joël, l'a tenue là un instant, et a regardé Joël comme il ne l'avait jamais regardé auparavant, directement, fermement, avec quelque chose qui ressemblait à un transfert de confiance. Joël a hoché la tête une fois. « Merci, monsieur. » Charles a serré nos 2 mains, puis les a relâchées et s'est assis à sa place au premier rang. La pasteur Hélène a souri. « Qui donne cette femme en mariage ?» Charles s'est levé de son siège, une main sur la coudoir. Son grand-père, fièrement. Un murmure de rire doux, quelques mouchoirs. Joël a pris mes mains. « Nous commencerons par les vœux du marié, » a dit Hélène. La voix de Joël était ferme et basse. Il ne lisait pas de cartes. Je n'ai pas beaucoup de mots fantaisistes. Je suis meilleur avec mes mains, mais je vous promets ceci. Je me montrerai chaque jour. Je construirai la vie que vous méritez. Et je ne vous demanderai jamais d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Puis derrière nous, au-delà du mur du jardin, le claquement d'une portière de voiture. Puis une autre. Puis le bruit de talons sur le gravier, avançant vite. Le portail de fer a tremblé avant que sa voix n'arrive. 3 coups secs, métal sur métal. Puis, Serena, ouvre ce portail. 47 têtes se sont tournées. Le quatuor à cordes s'est arrêté à mi-archet. Un enfant au 3e rang a attrapé le bras de sa mère. La voix de ma mère est passée à travers la pierre et le fer comme elle l'avait toujours fait. Aiguë, certaine, plus forte que tout le reste dans la pièce. Elle avait passé toute ma vie à être la personne la plus bruyante dans chaque espace où elle entrait. Tu te maries sans ta propre mère. Sais-tu ce que cela me fait paraître ? À travers les barreaux de fer, je pouvais la voir. Blouse bleu marine, jointure blanche sur le portail, mascara déjà en train de couler. Derrière elle, Manon se tenait sur l'allée de gravier, les bras croisés, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. La main de Joël a trouvé mon épaule, chaude, ferme. Il n'a pas parlé. J'ai senti mes pieds commencer à bouger vers le portail, vers sa voix, vers 29 ans de conditionnement qui disait, quand ta mère appelle, tu y vas. Tout mon corps s'est incliné, juste une seconde. Puis une main a touché mon autre épaule, douce, familière. Je me suis retournée. Grand-père Charles se tenait derrière moi. Il s'était levé de son siège sans un bruit. Son visage était calme. Ses yeux étaient clairs. « Assieds-toi, ma chérie, » a-t-il dit. « Celle-ci est pour moi. » Il a redressé sa boutonnière, a ajusté le brin de lavande, et a marché lentement, délibérément, chaque pas se posant comme une phrase, vers le portail de fer. 47 personnes l'ont regardé partir.
Personne n'a bougé. Personne n'a murmuré. Le seul son était celui de ses chaussures sur le chemin de pierre, au-delà du mur, la respiration de ma mère. Il a atteint le portail et s'est tenu à l'intérieur, à 1 mètre de sa fille. Diane l'a regardé fixement, ses mains tombant des barreaux. Papa, tu étais au courant de ça? Charles n'a pas scié. Je ne savais pas seulement, Diane. Je l'ai accompagné jusqu'à l'hôtel parce que tu t'es rendu indigne de le faire. Elle. La bouche de ma mère s'est ouverte. Rien n'est sorti pendant 3 secondes complètes. Puis, comment oses-tu? Charles a levé une main. Pas rapidement, pas avec colère, juste assez. Le même geste qui avait fait taire 30 ans de lycéen. Je n'ai pas fini. Diane a fermé la bouche. J'ai passé 34 ans à enseigner aux enfants à traiter les gens avec une décence élémentaire. Je t'ai élevé de la même manière. Ta mère t'a élevé de la même manière. Mais quelque part en chemin, tu es devenu exactement le genre de parent que j'ai passé ma vie à essayer de ne pas être. Sa voix ne s'est jamais élevée. Chaque mot portait un poids parce qu'il en avait utilisé si peu en 78 ans. Tu rabaisses. Tu contrôles. Tu punis ta fille d'avoir choisi un homme bon qui travaille de ses mains, tout comme son père l'a fait, tout comme je l'ai fait avant d'enseigner. Tu lui as dit que sa bague n'était pas assez bien. Tu as dit à tout le monde dans notre famille qu'elle faisait une erreur. Tu as promis de te lever à son mariage et de l'humilier. Tu ne m'as laissé aucun choix. Le visage de Diane s'est froissé. Des larmes, de vraies larmes, le genre qu'elle ne pouvait pas utiliser comme arme, ont coulé sur ses joues. Papa, j'essayais de la protéger. Non, mais tu essayais de la contrôler. Il y a une différence. Et tant que tu ne l'auras pas comprise, elle a raison de garder ses distances. Il a fait une pause. A laissé le silence s'installer. 47 personnes retenaient leur souffle de l'autre côté du mur. Aujourd'hui, j'ai accompagné ta fille jusqu'à l'hôtel parce que ses propres parents se sont rendus indignes de cet honneur. Ce n'est pas sa honte, Diane. C'est la tienne. Il l'a regardée un instant de plus. Puis il s'est lentement retourné et est revenu vers le jardin. Il n'a pas regardé en arrière. Diane est restée au portail pendant 10 secondes, peut-être plus. Le temps fait des choses étranges quand le monde devient silencieux. Ses mains pendaient à ses côtés. Le mascara avait tracé 2 lignes sombres de ses yeux à sa mâchoire. Elle ne les a pas essuyées. Elle n'a pas crié. Elle n'a plus frappé au portail. Derrière elle, Manon s'est avancée et lui a touché le bras. Maman, allons-y. Les gens regardent. Ma mère a regardé à travers le portail une dernière fois, à travers les barreaux de fer, à travers le jardin, au-delà des rangées de chaises blanches, et m'a trouvé debout à côté de Joël dans une robe mi-longue qu'elle avait appelée une robe d'été. Sous une arche construite par un homme qu'elle avait appelé inutile, entourée de 47 personnes qui avaient choisi d'être là. Elle a tenu mes yeux un instant. J'ai tenu les siens. Puis elle s'est retournée. La main de Manon sur son coude, et elle est retournée à la voiture. Les portes se sont fermées. Le moteur a démarré. Le gravier a craqué sous les pneus. Et puis ce fut le silence. Le genre de silence qui suit quelque chose d'irréversible. Charles a remonté le chemin. Son visage était calme, mais je pouvais voir sa main trembler légèrement à son côté. 78 ans, et il venait de dire à sa seule fille qu'elle avait échoué en tant que parent. Cela a un coût, même quand c'est vrai. Il a passé ma chaise, s'est penché et a dit « Alors, où en étions-nous » Un rire a éclaté dans le silence, nerveux, soulagé, reconnaissant. Puis un autre, puis des applaudissements. Pas le grand genre, juste le genre doux et lent qui signifie « Nous te voyons ». La pasteur Hélène est revenue au microphone, les yeux brillants. Elle a pris une inspiration et a souri. Je crois que nous en étions au vœu. Joël a repris mes mains. Ses paumes étaient chaudes. Sa prise était sûre. Et je lui ai lu mes vœux comme si le monde avait recommencé. Je n'ai pas lu de carte non plus. J'avais écrit mes vœux dans le carnet, celui que j'avais caché sous un magazine quand Manon était venue fouiner. Mais en octobre, je les connaissais par cœur.
Joël, j'ai passé la majeure partie de ma vie à attendre que quelqu'un me dise que je faisais les choses correctement. À attendre la permission, à attendre d'être assez. Tu ne m'as jamais fait attendre. Mais tu ne m'as jamais demandé de choisir entre toi et les personnes qui étaient censées m'aimer. Tu m'as juste aimé et tu as attendu. Ses yeux étaient rouges. Il a cligné des yeux fortement et a souri. Tu m'as construit une bibliothèque lors de notre deuxième rendez-vous. Tu as construit un hôtel pour notre mariage de tes propres mains. Et tu as gravé notre date au fond où personne ne la verrait parce que c'est ce que tu es. Tu mets de l'amour dans les parties que personne ne vérifie. Un murmure a traversé la foule. La mère de Joël a pressé ses deux mains sur son visage. Je n'ai pas besoin que quelqu'un répare ma vie. J'ai besoin de quelqu'un qui se tienne à côté de moi pendant que je la répare moi-même. C'est toi. Ça a toujours été toi. La voix de la pasteure Hélène était émue quand elle a parlé. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État et par cette communauté de témoins, je vous déclare maintenant mari et femme. Joël m'a embrassé et le jardin a éclaté. 47 personnes debout. Claire pleurant à chaudes larmes dans un bouquet. Le père de Joël applaudissant les mains au-dessus de sa tête. Ma cousine Léa, le mascara ruiné, marmonnant « Je suis tellement désolée et je t'aime » simultanément. Et au premier rang, grand-père Charles, assis bien droit, les mains croisées sur ses genoux, un mouchoir blanc pressé sur ses yeux, ne tapant pas dans ses mains, juste regardant. La façon dont on regarde quelque chose que l'on a aidé à construire et qui tient enfin tout seul. Je m'étais mariée selon mes conditions, dans ma robe, dans mon jardin. Personne ne m'avait arraché cela. La réception s'est déroulée juste là, dans le jardin. De longues tables drapées de lin blanc. Les guirlandes lumineuses se sont allumées à mesure que la lumière de l'après-midi s'adoucissait. Un traiteur de la ville, une femme pour qui Joël avait construit un îlot de cuisine, a servi du poulet rôti, des pommes de terre aux herbes et un gâteau à 3 étages avec une crème au beurre qui avait le goût d'avoir été fait par la grand-mère de quelqu'un. Parce que c'est la mère de Joël qui l'avait fait. 3 étages. À 19h, Joël et moi avons ouvert le bal avec une première danse. Pas de chorégraphie, pas de grande entrée, juste nous deux, balançant sous les lumières sur une chanson folklorique qui parlait de rentrer à la maison. Sa main sur le bas de mon dos, mon front contre sa mâchoire. 47 personnes faisant semblant de ne pas regarder. Tante Ruth a trouvé Joël à la table du bar pendant le dîner. Elle a pris sa main dans les siennes et l'a tenue. Je suis désolée que cela m'ait pris tout ce temps pour vous rencontrer correctement. Bienvenue dans la famille. Joël l'a regardé un instant, puis a dit « Merci, madame. Cela signifie plus que vous ne le savez. » Ruth a hoché la tête, lui a serré la main et est partie, essuyant ses yeux. Personne n'a mentionné directement la scène au portail. Il n'en avait pas besoin. Oui, c'était dans la pièce comme le temps est dans une pièce après une tempête. Sa présence était impossible à ignorer. Léa m'a trouvé près de la table des gâteaux, ses yeux encore gonflés. Serena, je suis tellement désolée. Je l'ai serrée dans mes bras avant qu'elle ne puisse finir. Tu n'as rien gâché. Elle n'allait jamais m'arracher ça. Léa a enfoui son visage dans mon épaule et a pleuré. Je l'ai tenue et je le pensais. Elle avait 26 ans et était impulsive, et elle avait fait une erreur qui avait duré 2 minutes. Ma mère faisait les siennes depuis 29 ans. Il n'y avait pas de comparaison. Après le dîner, alors que les guirlandes lumineuses prenaient une teinte ambrée dans le jardin rempli du chant des grillons, grand-père Charles s'est levé. Il n'a pas tapé son verre. Il n'a pas éclairci sa gorge. Il s'est juste levé. Et d'une manière ou d'une autre, tout le jardin est devenu silencieux en 4 secondes. Après 34 ans à diriger des salles de classe sans élever la voix, cette compétence ne prend pas sa retraite avec vous. Il tenait son verre à hauteur de poitrine. Sa main était ferme maintenant. J'ai enseigné l'histoire pendant 34 ans. S'il y a une chose que l'histoire enseigne, c'est que les gens qui ont raison n'ont pas toujours le droit d'être bruyants. Parfois, ils sont effacés. Parfois, ils sont réduits au silence. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de planifier tranquillement et de vous montrer. Il m'a regardé. Serena,
Ta grand-mère aurait adoré cette journée. Elle aurait adoré ce jardin. Elle aurait adoré Joël. Et elle t'aurait dit ce que je te dis maintenant, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait la chose difficile et la bonne chose, et c'était la même chose. Cela n'arrive pas aussi souvent que les gens le prétendent. Il s'est tourné vers Joël. Prends soin d'elle. Et pas parce qu'elle ne peut pas prendre soin d'elle-même. Elle le peut. Dieu sait qu'elle l'a prouvé. Prends soin d'elle parce qu'elle mérite quelqu'un qui le veut, quelqu'un qui construit des choses au lieu de les démolir. La mâchoire de Joël s'est serrée. Il a hoché la tête une fois. Charles a levé son verre. À Serena et Joël, que votre maison soit aussi solide que l'homme qui a construit ces meubles. 47 verres se sont levés. 47 voix. À Serena et Joël. J'ai pressé mon visage contre l'épaule de Joël et je me suis laissé pleurer. Pas le genre de larmes que j'avais versées à Noël ou dans le camion après le dîner ou seul à ma table de cuisine. C'était l'autre genre. Le genre qui vient quand quelque chose que vous avez brisé en construisant fonctionne enfin. Les invités sont rentrés chez eux à mesure que la nuit se rafraîchissait. Des câlins au portail, des promesses d'envoyer des photos. La mère de Joël a tenu mon visage à deux mains et a dit « Tu es ma fille maintenant aussi ». Son père m'a serré la main, puis a changé d'avis et m'a prise dans ses bras. À 22h, le jardin était presque vide. Les guirlandes lumineuses brillaient encore. Le traiteur remballait tranquillement. Quelque part au-delà de la haie, un hibou. Joël et moi nous sommes assis côte à côte sur le banc en bois près de l'arche. Mes chaussures étaient enlevées. Sa cravate était desserrée. Les restes du gâteau étaient posés sur la table derrière nous. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Je suis marié », il a souri. « Oui, tu le es. Et ma mère est venue. Et ton grand-père l'a renvoyé. » J'ai posé ma tête contre son épaule. Il sentait le cèdre et le glaçage au beurre et une très légère trace de sueur. J'ai fermé les yeux et j'ai senti tout mon corps s'adoucir. Pour la première fois en 7 mois, peut-être plus. Le plan était terminé. Le mariage était fait. Et c'était magnifique. Charles fut le dernier à partir. Il a traversé lentement le jardin, s'est arrêté devant nous et a pris ma main. « Appelle-moi demain. »« Je le ferai, grand-père. » Il s'est penché et m'a embrassé le front. L'a tenu là un instant. Puis il s'est redressé, a ajusté sa boutonnière, et a marché vers sa voiture avec la démarche prudente et posée d'un homme qui avait fait la chose la plus difficile qu'il ait jamais eu à faire et le ferait à nouveau sans hésitation. J'ai regardé ses feux arrière disparaître sur le chemin de gravier. Joël a passé son bras autour de moi. Les guirlandes lumineuses bourdonnaient. L'arche se tenait solidement au-dessus de nous. La date gravée cachée en dessous. Le petit cœur que personne d'autre ne verrait jamais. Le mariage était terminé. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. Dimanche matin, notre premier jour en tant que personne mariée. Joël a fait du café pendant que j'étais assise à la table de la cuisine dans sa vieille chemise à carreaux. Mon téléphone était posé face vers le bas à côté de moi. Il vibrait depuis l'aube. Manon, Marc, 3 cousins, 2 numéros que je ne reconnaissais pas, un message vocal d'une femme de l'église dont je n'avais jamais appris le nom. Je n'ai écouté aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un email. Je l'ai adressé à 3 personnes, ma mère, ma sœur et mon père. J'y ai passé 40 minutes. Joël l'a lu avant que je ne l'envoie. Il a hoché la tête une fois et a dit « C'est juste. C'est plus que juste. Voici ce que j'ai écrit, plus ou moins. Je vous aime, tous les 3. » Cela n'a jamais été la question. La question a toujours été de savoir si l'amour et le respect pouvaient coexister dans cette famille. Et au cours des 4 dernières années, la réponse a été non. J'ai donné des chances. J'ai invité maman à faire les essayages de robes. J'ai proposé des compromis. Et j'ai demandé une condition, le respect, Joël, et on m'a dit que c'était trop demandé. On m'a dit que ma propre mère se lèverait à mon mariage et s'opposerait à mon union. J'ai donc planifié un mariage où cela ne pouvait pas arriver. Ce n'était pas une vengeance.
C'était une limite. Si vous souhaitez avoir une relation avec Joël et moi à l'avenir, j'y suis ouverte. Mais elle sera construite sur le respect, pas sur le contrôle, pas sur les conditions, pas sur les commentaires concernant la carrière, l'éducation ou la valeur de mon mari. La porte est ouverte, mais c'est moi qui tiens la poignée maintenant. J'ai appuyé sur envoyer à 8h14. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, pris mon café et me suis assise avec mon mari à la table près de la fenêtre où la lumière du matin entrait, propre et chaleureuse. Le téléphone continuait de vibrer. Je l'ai laissé face vers le bas. Manon a répondu en 20 minutes. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais, le même discours qu'elle récitait depuis que nous étions adolescentes. Tu as humilié maman devant grand-père, devant tout le monde. Je n'arrive pas à croire que tu joues la victime ici. Je l'ai lu une fois, je l'ai fermé, je n'ai pas répondu. Mon père a appelé cet après-midi-là. Sa voix avait le ton prudent et mesuré d'un homme qui avait passé 17 ans à éviter les conflits. Chérie, je pense que tu es allé un peu loin avec tout ça. Papa, où étais-tu quand maman a traité Joël d'échec au dîner de Noël? Silence. Où étais-tu quand elle a dit à toute la famille que je me contentais de peu? Quand elle a dit à tout le monde à l'église que j'avais retrouvé la raison? Encore du silence, le genre long et familier. Je t'aime, papa, mais j'en ai assez d'attendre que tu te montres, a-t-il dit. Je comprends, d'une voix qui signifiait qu'il ne comprenait pas. Nous avons raccroché. Tante Ruth, quant à elle, a appelé Diane. J'en ai entendu parler par une cousine qui avait surpris la conversation. Mon père a choisi Serena plutôt que moi, avait dit Diane, la voix rauque. Mon propre père. La réponse de Ruth fut calme mais claire, il n'a choisi personne, Diane, il a choisi ce qui était juste. Il y a une différence. L'onde de choc a commencé petite et s'est répandue rapidement. 47 personnes ont vu Diane frapper à ce portail. 47 personnes ont entendu les mots de Charles. Le bouche à oreille circule dans une petite ville comme l'eau dans la terre. Lentement, sûrement, impossible à arrêter. À la fin de la semaine, l'histoire avait atteint l'église, le groupe de femmes, le comité d'organisation d'événements que Diane avait présidé pendant 15 ans. Les gens ne l'ont pas confrontée. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Ils ont juste commencé à la regarder différemment. Et Diane, qui avait passé des décennies à bâtir sa réputation sur le sacrifice et le contrôle, l'a remarqué. Elle l'a toujours remarqué. 2 semaines après le mariage, Diane a appelé grand-père Charles. Pas Manon, pas moi, mais son père. Je connais la conversation parce que Charles me l'a raconté mot pour mot lors de notre appel hebdomadaire. Il est précis ainsi. Professeur d'histoire, chaque citation est sourcée. La voix de Diane était petite, a-t-il dit. Pas la Diane qui commandait des pièces et organisait des galas d'église. Une version plus petite. Celle qui existait avant que l'armure ne soit enfilée. Papa, tu pensais ce que tu as dit au portail? Chaque mot. J'essayais de la protéger. Joël, il me rappelle Marc. Les mains, le métier, le... Je sais ce qu'il te rappelle. Silence. Marc est parti, papa. Il est parti quand elle avait 12 ans. Je ne voulais juste pas, je sais, Diane, mais Joël n'est pas Marc, et contrôler ta fille n'est pas la même chose que la protéger. Tu connais la différence. Tu l'as toujours connue. Encore du silence. Charles a dit qu'il pouvait entendre sa respiration changer, la façon dont elle se modifie quand quelqu'un arrête de jouer un rôle et commence réellement à faire face à ce qu'il fuit. Je voulais juste la protéger, a-t-elle répété, plus doucement. Non, tu voulais la contrôler parce que perdre le contrôle est ce qui te fait peur, et je comprends cela, mais le comprendre ne le rend pas juste, a-t-elle pleuré. Charles a dit que ce n'était pas le genre de pleurs qu'elle faisait à la table de Noël ou à la fête de fiançailles, le genre destiné à attirer l'attention, à rediriger la conversation vers sa douleur. C'était différent. C'était le son d'un récit qui se fissurait. L'histoire qu'elle s'était racontée pendant des années, je suis la bonne mère, je sais ce qui est le mieux. Ils me remercieront plus tard. Une histoire s'effondrant sous le poids des mots de son propre père. Et je ne sais pas si ma mère changera un jour complètement. Mais pour la première fois,
elle était assez silencieuse pour entendre autre chose que sa propre voix. Je veux faire une pause ici et vous demander quelque chose de réel. Avez-vous déjà eu à écrire ce genre de message? Celui où vous tracez une ligne claire, sans crier, sans insulter, juste la vérité. Où vous dites à quelqu'un, je t'aime, mais c'est là que ma porte se ferme. Si oui, je vous vois. Sinon, mais que vous devez le faire, peut-être que cette histoire est votre signe. Laissez un commentaire et dites-moi quelles limites vous avez eu peur de poser. Et si vous êtes toujours là à ce stade, vous êtes l'un des fidèles. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Les conséquences sont arrivées selon un calendrier que ma mère ne pouvait pas contrôler, ce qui était précisément ce qui les rendait insupportables pour elle. Semaine 1, des murmures à l'église. Et 2 femmes du comité d'organisation ont demandé à Diane sa version des faits après l'heure du café. Elle leur a donné la version qu'elle avait répétée, Serena était manipulée. Joël l'avait isolée. Tout cela était une trahison. Mais 47 témoins avaient une autre histoire et plusieurs d'entre eux fréquentaient la même église. Semaine 2, Diane a démissionné du comité d'événements. Elle a dit que c'était pour se concentrer sur la famille. La présidente du comité a dit à tante Ruth en privé que Diane n'avait pas été invitée à démissionner, mais personne n'a essayé de la retenir non plus. 15 ans d'organisation de vente de pâtisseries, de spectacles de Noël, de dîners de collecte de fonds, disparus en 2 dimanches. Semaine 3, le tour de Manon. Une collègue à l'école de Manon, une femme nommée Sylvie, qui avait été l'une des 47, l'a mentionnée pendant le déjeuner dans la salle de pause. J'ai entendu parler du mariage. Ça a l'air intense. Manon a dit, je ne veux pas en parler. Sylvie n'a pas insisté. Elle n'en avait pas besoin. Le fait qu'elle le sache suffisait. Manon avait passé 33 ans à opérer dans l'ombre de Diane, à curer l'histoire, à gérer les apparences, à jouer la belle fille qui faisait tout correctement. Pour la première fois, l'histoire lui avait échappé. Elle ne pouvait pas la modifier. Elle ne pouvait pas la légender. Elle ne pouvait pas ajouter un emoji cœur et appeler ça de l'amour. Ma mère avait construit son identité sur le fait d'être la femme qui tenait tout en main. La sacrifiée, celle qui savait le mieux. Maintenant, la ville avait une version différente d'elle. La femme qui s'est présentée au mariage de sa fille sans y être invitée et a été renvoyée par son propre père. C'est ça, une réputation bâtie sur le contrôle. Lorsque le contrôle se brise, il n'y a rien en dessous pour la soutenir. Alors que Joël accrochait la photo de mariage dans le salon un mardi soir, celle de moi et grand-père Charles marchant sur le chemin de pierre, ma main sur son bras, l'arche visible derrière nous. Il l'a centrée au-dessus de la bibliothèque, la même bibliothèque qu'il avait construite avec le même bois, celle qui avait tout commencé à ce marché de producteurs il y a 4 ans. C'est l'endroit, ai-je dit. C'est l'endroit. La vie après le mariage était silencieuse d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Pas un silence vide, un silence plein, le genre où l'on réalise à quel point on vivait dans le bruit. Je suis allée travailler. Joël tenait son atelier. Nous avons dîné à la table qu'il avait construite. Nous avons regardé des films les vendredis soirs. Des choses normales, de petites choses, des choses qui semblaient énormes parce que personne ne les interrompait. Un soir, Joël a levé les yeux de son livre et a dit, « Tu n'as pas regardé ton téléphone depuis 2 heures. » J'ai cligné des yeux. Il avait raison. Il était posé sur le comptoir de la cuisine, face vers le bas, et je n'y avais pas touché une seule fois. Je sais, ai-je dit. C'est agréable. Il a souri et est retourné à son livre. Chaque dimanche, j'appelais grand-père Charles. Nous parlions du temps, de son jardin, du documentaire historique qu'il regardait. Il n'abordait jamais le sujet de Diane, sauf si je le faisais. Il ne me demandait jamais si je regrettais quoi que ce soit. Il était simplement présent à l'autre bout du fil, comme il s'était montré au portail. Stable, certain, mien. Certaines semaines, les appels duraient 10 minutes. Certaines semaines, 1 heure. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était le rythme, le fait fiable et simple de quelqu'un qui avait choisi d'être dans ma vie sans condition. Je n'avais jamais eu cela de ma famille auparavant.
Cela vous change quand vous l'obtenez enfin. Cela change tout. 2 mois après le mariage, Manon a envoyé un texto. Le ton était familier, la voix de sœur aînée chaleureuse et préoccupée qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Salut, c'est bientôt le dîner de famille. Maman aimerait beaucoup que tu viennes. Elle a été différente. J'ai lu le message 2 fois. J'ai tapé en retour, différente comment? Plus calme. Elle n'en parle pas. Elle se contente d'y réfléchir. Plus calme n'est pas la même chose que désolé, Manon. 3 points sont apparus et ont disparu. Sont réapparus. Tu ne peux pas en vouloir éternellement, Serena. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la photo de mariage au-dessus de la bibliothèque. Le bras de Charles dans le mien, le jardin derrière nous. La vie que j'avais construite en 7 mois de silence et 7 ans d'attente. J'ai repris le téléphone. Je ne garde pas rancune. Je maintiens une limite. Oui, il y a une différence. C'est une réplique de thérapie. C'est une vraie réplique. Silence, puis, alors, tu ne viens pas au dîner de famille? Si maman veut parler, elle peut me rencontrer dans un café. Terrain neutre. Pas de fête, pas de public, pas de pression. C'est tellement froid, Serena. C'est tellement sain, Manon. Elle n'a pas répondu après ça. J'ai posé le téléphone et j'ai préparé le dîner. Joël n'a pas demandé ce que le texto disait. Il pouvait lire mon visage comme il lit le grain du bois, en regardant attentivement et en faisant confiance à ce qu'il voit. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai repensé aux mots de Manon. Froid. Elle m'avait traité de froide pour avoir demandé à rencontrer ma mère à des conditions qui n'impliquaient pas un public et une dinde. L'ancienne moi aurait cédé. Serait allée au repas de famille avec une tarte et un sourire et aurait fait comme si rien ne s'était passé. Parce que maintenir la paix était mon travail et faire des vagues était égoïste. L'ancienne moi aurait eu tort. 3 mois après le mariage, mon téléphone a sonné. Pas un texto de Manon servant de messagère. Pas un message vocal transféré. Le nom de ma mère sur mon écran m'appelant directement. Je l'ai laissé sonner 3 fois. Puis j'ai décroché. Serena. Sa voix était fine. Pouvons-nous nous rencontrer? Juste nous. Où? Où tu veux. J'ai nommé le café de la rue des Ormes. Un petit endroit avec de grandes fenêtres près de la porte. Terrain neutre. Assez public pour que les choses restent civiles. Assez privé pour être honnête. Samedi matin. Je suis arrivée 10 minutes en avance et j'ai pris une place près de la sortie. Je ne l'avais pas planifié consciemment ainsi, mais quand je me suis assise et que j'ai remarqué la porte à portée de main, j'ai su que certaines habitudes sont plus profondes que l'intention. Diane est entrée à 10 heures précises, et elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, pas physiquement. Elle était toujours la même femme qui remplissait chaque pièce où elle entrait, mais quelque chose derrière ses yeux s'était contracté. Elle s'est assise en face de moi, a commandé un café, a enveloppé ses 2 mains autour de la tasse et n'a pas bu. J'ai vu les photos du mariage, a-t-elle dit. Ruth me les a montrées. J'ai attendu. Tu étais magnifique. J'ai continué d'attendre. Elle a fixé son café. Ton grand-père avait raison. Je ne sais pas comment réparer ce que j'ai fait, mais je veux essayer. Essayer signifie respecter Joël, pas le tolérer. Le respecter. Plus de commentaires sur son travail, son éducation ou sa valeur. Peux-tu faire ça? Elle est restée silencieuse pendant longtemps, assez longtemps pour que le barista prépare le latte de quelqu'un et appelle son nom. Je peux essayer. Essayer est un début. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas pleuré. Nous sommes restés assises là, à boire notre café et à parler de choses sans importance. La météo, la nouvelle boulangerie de la rue des Fleurs, le jardin de Charles. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une porte entr'ouverte d'1 pouce. C'est tout ce qu'il fallait. Cela fait 4 mois depuis mon mariage. Ma mère et moi ne sommes pas proches.
Nous ne le saurons peut-être jamais et j'ai fait la paix avec cela, mais nous parlons selon mes conditions dans des cafés, sur un terrain neutre, la porte toujours à portée de main. Joël a agrandi l'atelier le mois dernier. Il a embauché un apprenti, un jeune de 20 ans issu du programme de formation professionnelle, le même que Joël a suivi. Les affaires vont bien. Il a construit une table à manger pour le bureau du maire. Il est rentré à la maison avec de la sueur dans les cheveux et un sourire qui disait qu'il n'arrivait toujours pas à croire que quelqu'un le paierait pour faire ce qu'il aime. J'étudie pour mon examen d'expert comptable. Devenir comptable senior est l'objectif. J'étudie à la table de la cuisine pendant que Joël lit à côté de moi. Et la plupart des nuits, le seul son est celui des pages qui tournent et du crayon qui gratte. C'est la pièce la plus paisible où j'ai jamais été. Manon ne s'est pas excusée. Elle a cessé d'envoyer les textos passifs, ce qui est une sorte de progrès en soi. Je n'ai pas besoin qu'elle dise les mots. J'ai juste besoin qu'elle s'arrête. Mon père a envoyé une carte le mois dernier. Elle est arrivée 3 mois après le mariage dans une enveloppe blanche unie avec son écriture soignée sur le devant. À l'intérieur, 4 mots, j'aurais dû être là. Je l'ai mise sur la bibliothèque que Joël a construite, juste à côté de la photo de mariage. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose. Et quelque chose de mon père après 17 ans de rien n'est plus que ce à quoi je m'attendais. Grand-père Charles appelle tous les dimanches à 9 heures. Il est en bonne santé. Il est vif. Bien qu'il ait commencé à regarder une série documentaire sur la guerre de sécession et qu'il ait des opinions que je ne suis pas entièrement, mais que j'aime entendre. Il ne me demande jamais si je regrette quoi que ce soit. Il connaît déjà la réponse. Je n'ai pas planifié mon mariage en secret parce que je voulais me venger. Je tiens à être clair là-dessus. Je l'ai fait parce que je méritais un seul jour où personne ne me dirait que je faisais une erreur. Où personne ne se lèverait et ne s'opposerait, où personne ne pleurerait pour attirer l'attention à la table des desserts ou ne traiterait mon mari d'échec pendant le dîner. Je méritais de marcher dans une allée et de ressentir de la joie au lieu de la crainte. Cela ne devrait pas être radical, mais pour certains d'entre nous, ça l'est. Poser une limite ne signifie pas que vous arrêtez d'aimer quelqu'un. Cela signifie que vous commencez à vous aimer suffisamment pour dire « pas aujourd'hui, pas à mon mariage, pas dans ma vie, plus jamais ». Et je pense parfois à ce que grand-père Charles a dit dans son toast, que la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de planifier tranquillement et de se montrer. J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À toutes ces personnes qui vivent leur vie en marge du bruit de quelqu'un d'autre, qui se rabaissent pour maintenir la paix, qui abandonnent leur propre mariage, leur propre célébration. Leurs propres étapes importantes parce qu'une personne dans la pièce ne peut pas laisser la lumière des projecteurs se poser sur quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à continuer de vous rabaisser. Mon grand-père me l'a appris au portail. Il m'a montré que les gens qui sont censés vous protéger ne le font pas toujours, mais ceux qui vous voient vraiment, eux, ils se montrent. Même à 78 ans, avec un mauvais genou et un nouveau costume. Joël m'a construit une arche en bois récupérée. Elle est toujours dans notre jardin. Nous y buvons du café les samedis matins. Et la date gravée est cachée en dessous, et le petit cœur que personne d'autre ne verrait est toujours là, là où il l'a mis. Certaines choses sont justes pour nous. Ce matin, j'étais assise à la table de la cuisine. Joël était au comptoir, préparant le café de la même manière qu'il le fait chaque matin. Lentement et patiemment, comme il fait tout. Par la fenêtre, la lumière du matin entrait, chaude et dorée. Sur le mur, la photo de mariage, moi et Charles, bras dessus, bras dessous, marchant sur le chemin de pierre entre des rangées de chaises blanches. Je regarde cette photo tous les jours. Certains jours, je me vois dans la robe que ma mère détestait. Certains jours, je vois le dos droit et le bras ferme de Charles. Certains jours, je vois juste le jardin, les lumières, l'arche, les fleurs qui ont fleuri sans que personne ne les ait plantées. Ce matin, j'ai tout vu et j'ai entendu sa voix à nouveau, calme et sûre. Alors, où en étions-nous? J'ai souri. Parce que c'est la vraie question, n'est-ce pas? Après le drame et le portail et les larmes et le silence, où en étions-nous? Nous en étions aux vœux. Nous en étions toujours aux vœux. Mon mariage n'était pas parfait.
Ma mère s'est présentée sans y être invitée. Ma sœur m'a traité de froide. Mon père a envoyé une carte 3 mois en retard. Le secret a été gardé pendant 7 mois et a été brisé en 2 minutes à cause d'une story Instagram sur des chaises blanches. Mais mon grand-père m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Mon mari a construit l'hôtel de ses mains. Étage 47 personnes ont gardé un secret parce qu'elles croyaient que je méritais une belle journée. C'était suffisant. C'était plus que suffisant.